avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Plus de 330 000 doses de Mosquirix, un vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, ont été réceptionnées la semaine dernière à Yaoundé par le ministre de la Santé publique, ce qui fait naître l'espoir d'une possible éradication du paludisme qui tue environ 11 000 personnes et surtout les enfants chaque année au Cameroun. Ces doses de vaccins contre le paludisme arrive au moment où le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre de la couverture santé universelle annoncée par le président de la République Paul Biya depuis 2017 et dont le but est d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé. Où en est-on ? Combien de Camerounais bénéficient-ils déjà de cette couverture ? Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a accepté notre invitation. Il en fait le point dans cette émission. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Manaouda Malachi, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre ministère. Ensemble, nous allons faire l'état de santé de votre ministère. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous ? Je veux bien. Nous continuons à travailler. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. De temps en temps, on essaie de pousser pour que
les Camerounais ressentent que les très hautes institutions de M. le Président de la République nous ont été données dans le cadre de la qualité des soins, du rapprochement, n'est-ce pas, de la demande de soins vers eux, continue, n'est-ce pas, constitue effectivement une réalité dans le quotidien. Donc nous travaillons. Alors, je le disais, le Cameroun a réceptionné le 21 novembre 2023 un peu plus de 330 000 doses de Mosquirix, également connu sous le nom de RTSS. Alors, c'est un vaccin antipaludique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, que sait-on, monsieur le ministre, de l'efficacité de ce vaccin? Alors, on en sait beaucoup de choses. Vous savez très bien que pour que le Cameroun puisse accepter, n'est-ce pas, un vaccin sur son territoire, il y a tout un processus qui doit être mis en branle, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Et donc, je voudrais d'abord, avant de dire ce qu'on en sait, dire que nous voulons remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, qui a autorisé que nous puissions engranger ce genre de choses. Et nous sommes le premier pays africain à pouvoir l'avoir, parce que les autres pays sont en compétition aussi. Ils sont en compétition, on a une dizaine d'autres pays qui sont en compétition, qui n'ont pas encore pu réunir toutes les conditions pour les avoir, mais je pense qu'ils vont avoir ces doses dans les semaines qui suivent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que c'est un vaccin qui est mis au point en laboratoire par les Africains. Et au sein de l'équipe qui a trouvé ce vaccin figure un Camerounais, j'allais dire une Camerounaise, le professeur Rose Leké. C'est une garantie parce que c'est une sommité au niveau de la vaccination dans le monde entier. Elle vient d'ailleurs d'avoir une reconnaissance au niveau de l'ONU pour sa contribution à la lutte contre les pathologies, notamment dans le cadre de la vaccination. Maintenant, nous savons aussi que c'est un processus qui a démarré depuis 2015 et qui a pris tout le temps. Et nous avons aussi l'information que ça a commencé dans 7 pays, l'implémentation de la phase d'essai a commencé dans 7 pays sur 5 ans. Donc on a vacciné des enfants qu'on a suivis sur 5 ans. Et après donc ces 5 ans, en termes de phase d'essai, il y a 3 pays qui ont été randomisés dans le cadre, 3 pays africains qui ont été randomisés dans le cadre de l'essai final de ce vaccin. Et à peu près 1,7 million d'enfants ont été vaccinés. Et ces 3 pays-là, c'est le Ghana, le Kenya et le Malawi. Et le Malawi. Oui. Et donc, ils ont été 1,7 million d'enfants ont été vaccinés et suivis pour regarder comment le vaccin se comporte. Et on s'est rendu compte que le vaccin diminuait le taux de mortalité s'il est bien pris d'environ 1/3. J'allais dire, c'est beaucoup pour nous qui pensons que la mortalité due au paludisme est un fardeau pour nos économies, un fardeau pour nos pays, un fardeau pour notre santé. C'est très peu pour ceux qui pensent qu'il faut que tout soit à 100%. Mais nous pensons que les 1/3 qui sont sauvés comme vie dans le cadre de la lutte contre le paludisme, c'est beaucoup pour nous. Et donc, nous savons que cela. Maintenant, en termes d'innocuité, nous savons en termes disons-le comme ça, de manifestations indésirables, sinon des effets secondaires, comme vous voulez. Nous savons que lorsqu'on l'administre, on peut avoir une petite fièvre, l'enfant peut avoir une petite irritation, elle peut avoir un petit gonflement au niveau du site. Là, sont quelques effets secondaires. Ça, ce sont les effets secondaires du vaccin. Un petit gonflement au site. Et cela peut disparaître dans 72 heures. La manifestation, l'effet secondaire qu'on a, j'allais dire, la plus dangereuse peut-être, c'est qu'on a constaté dans 0,1% de cas qu'il peut y avoir une convulsion fébrile. Oui. 0,1%. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire sur ce vaccin, qui est un vaccin qui est suivi, je dis bien depuis 2015, et qui a été mis en place, validé par l'OMS, et sur le plan national, on l'a fait passer au groupe technique national
pour la vaccination au niveau du Cameroun, qui est l'instance scientifique de validation de tout ce que nous avons comme vaccin. Et après l'approbation de ce groupe technique national, nous l'avons fait passer au comité national interagence qui regroupe également tous ces partenaires, nous tous en termes des responsables de la vaccination, qui l'a validé. Et ce n'est qu'après cela que nous avons fait une demande à Gavi pour que Gavi essaye d'appuyer le Cameroun dans l'acquisition de ce vaccin. Oui. C'est ce qui a été fait et nous avons réceptionné ces doses le 21 novembre dernier. Oui. Alors, vous vantez que le Cameroun soit le premier pays africain à avoir ces doses de vaccin, mais est-ce qu'en même temps, cela ne fait pas tout de même du Cameroun une espèce de cobaye? Je ne me vante pas, mais c'est un fait. Oui. C'est un fait, nous sommes les premiers. Maintenant, C'est c'est pas parce que les autres sont prudents, ils ne veulent pas courir Ah chercher non, des vaccins. nous confondons tout. Oui. Dans la vie de l'introduction de vaccins d'un pays, il y a plusieurs phases. La phase de cobaye au décès est finie, c'est terminé là. Je viens de vous dire qu'on a fait 5 ans en termes d'essais cliniques. Après les 5 ans, il y a eu à peu près 3 ans en termes de randomiser, c'est-à-dire que de pays, les 3 pays qu'on a choisis, on a inoculé le vaccin pour les 4 doses et on a suivi les enfants. La phase d'essai est finie. Maintenant, c'est la phase d'administration simplement. Oui. Donc, il n'y a pas de cobaye. Au contraire, c'est-à-dire maintenant, dans la démarche, c'est que qui remplit les conditions pour l'avoir, parce qu'en fait, le vaccin, il est cher. Oui. Il faut le dire comme ça. Alors le vaccin est cher pour le moment. Oui, alors et donc, justement, comment le Cameroun a acquis ces vaccins? C'est un don ou alors le Cameroun a payé? J'allais dire c'est un don. Parce qu'en réalité, le vaccin coûte 9,7 francs. 7 dollars, je veux dire. 9,7 dollars. Nous n'avons pas l'argent pour accueillir 9,7 dollars. C'est pour ça que, après avoir été instruit par le chef du gouvernement en 2021, en novembre 2021, de pouvoir trouver le moyen d'acquérir ce vaccin pour réduire le taux de mortalité dû au paludisme dans notre pays, nous avons fait une demande à Gavi, à l'Alliance Gavi pour la vaccination. On a fait une demande, on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous, je n'allais pas dire subventionner, mais appuyer le Cameroun dans l'acquisition de ce vaccin. Gavi a accepté, parce que, et avant d'accepter, il y a un ensemble de paperasses et de garanties que vous devez donner. Et donc, Gavi a accepté de nous aider. Et Gavi supporte 9,5 dollars. Le Cameroun supporte 0,2 dollars. Oui. En réalité, les 300 000 doses que nous avons reçues ont coûté aux caisses de l'État 39 millions de francs CFA. 39 millions de francs CFA. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, parce que il est important de savoir que dans tout ce que nous faisons, on essaie de rationaliser. On essaie de faire en sorte que le poids de ce que nous acquérons comme intrants, comme médicaments, comme vaccins, ne puisse pas, en termes de rapport efficacité-poids, ne puisse pas peser sur le contribuable camerounais. Voilà. Donc, nous essayons de chercher à gauche et à droite des partenaires pour que nous puissions diminuer ce poids sur le trésor public. Alors, 330 000 doses de ce vaccin Mosquirix, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même insuffisant. On est bien d'accord. C'est très peu. Par rapport aux besoins que nous avons. C'est très peu, parce que les 330, c'est une première dotation, parce que pour cette première année, nous avons pu négocier pour environ 1 295 000 doses de vaccins. Et ces 1 295 000 subiront le même fait. C'est-à-dire le Gavi prendra toujours 9,5 $ la dose et le Cameroun supportera 0,2% la dose. Ce qui fait que sur cette première phase, où on pourrait avoir environ 1 295 000 doses de vaccins, le Cameroun dépensera 155 millions à peu près, et Gavi dépensera 3,6 milliards à peu près, comme cela. Donc voilà un peu ce que nous avons. Et nous avons dit, comme les doses que nous avons sont insuffisantes, le programme élargi de vaccination
et le programme national de lutte contre le paludisme se sont mis ensemble. Ils ont essayé de faire une cartographie des mortalités dues au paludisme. Et donc, ils ont regardé les zones les plus touchées. Oui. Et donc, on a choisi... organiser une meilleure péréquation. Voilà. Il y a 42 districts qui ont été choisis. Et donc, ce sont ces 42 districts qui vont avoir le privilège d'accueillir ces vaccins en attendant qu'une solution soit trouvée de manière globale. Alors, et concrètement, l'administration de ces vaccins-là va commencer quand? Ou alors, est-ce que cela a déjà commencé? Non, ça n'a pas encore commencé parce que lorsqu'un vaccin arrive dans notre pays, tout comme un médicament arrive dans notre pays, il y a encore un processus de vérification sur le plan national. Oui. C'est pour ça que je dis la sécurité, elle est à plusieurs niveaux. Il y a une sécurité au niveau international qui est faite par les instances internationales, mais il y a une sécurité au niveau national. Et au niveau national, lorsque le vaccin est arrivé, la direction de la pharmacie et des laboratoires se saisit du dossier, prélève un certain nombre d'échantillons, le fait vérifier, sinon évaluer, examiner dans nos laboratoires et homologue donc le vaccin en question pour dire c'est bon, on peut y aller. Maintenant, quand lui il a fini de dire au regard de ce que nous avons vu dans nos laboratoires et tout le reste, on peut y aller, il passe le relais à l'inspection générale qui doit tenir une commission de libération de l'eau. Et ce n'est qu'à l'issue de cette commission de libération de l'eau que nous nous mettons à administrer le vaccin. Et donc, cela, ça prend un processus. Je crois que ça prendra 1 mois à peu près. Et nous pensons que d'ici peut-être la fin de l'année ou le début du mois de janvier, si nous avons l'autorisation d'y aller, parce que nous avons soumis une demande d'accord. Si nous avons cet accord-là, nous allons commencer à administrer le vaccin. Alors surtout que l'administration de ce vaccin-là, semble-t-il, n'est pas une mince affaire. Et chaque enfant devrait recevoir en principe 4 doses. Oui. 4 doses. Cela demande effectivement de bien organiser les choses pour que cela puisse commencer. Et entre-temps, il faut former d'ailleurs. Oui. Former parce que vous pouvez mal administrer un vaccin, ça devient un problème. Oui. Donc, des fois, on a l'impression que c'est un effet secondaire du vaccin, alors que c'est un vaccin qui est mal administré. Donc, il y a une formation qui va être faite dans les zones d'impact, dans les 42 districts, et y compris une communication, une sensibilisation, parce qu'il faudra dire aux cibles de quoi il s'agit, à quoi il faut s'attendre, comment le faire. Parce que le vaccin, comme vous l'avez dit, est assez complexe. Oui. C'est 4 doses, à 6 mois, à 7 mois, à 9 mois et à 24 mois. Voilà. Et donc, nous mettons en place un système d'alerte, c'est-à-dire par message, au cas où, quand vous venez, vous prenez votre vaccin à 6 mois, à la veille de 7 mois, on vous envoie un SMS pour dire il y a une seconde dose de votre vaccin que vous devez prendre demain à telle heure, et ainsi de suite. Oui. Alors, aujourd'hui, le Cameroun a reçu les premières doses de ce vaccin contre le paludisme. Alors, est-ce que vous envisagez à long terme, j'imagine, de trouver le moyen pour que le Cameroun acquiert dignement ces vaccins-là plutôt que de toujours attendre les dons pour sauver ses enfants de la mort contre le paludisme? Parce que quand même, chaque fois, toujours tendre la main, les dons, à un moment donné, Jean-Bruno, ce que j'aime chez vous, c'est que vous avez des mots. Oui. Et c'est des mots qui intéressent. Oui. Vous avez parlé dignement. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Non, mais nous sommes dans cette perspective. Mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que entre-temps, il y a d'autres vaccins qui sont en train d'être dans leur phase terminale. Oui. Déjà, le vaccin qui a été découvert par des Africains toujours au Burkina Faso, qui pourrait avoir un taux d'efficacité un peu plus élevé, parce qu'on parle de 67%, qui a été déjà validé par l'OMS, oui. qui est là. Il y a plusieurs autres vaccins qui sont en cours dans le processus. Nous nous réservons le droit de voir. Parce que si d'ici là, nous avons une bonne visibilité et un stock disponible, rien ne nous empêche de glisser vers un vaccin plus
Systématique. Oui, systématiquement, Oui. plus efficace et plus sensible. Donc, nous sommes en train de faire, pour cette année, nous regardons avec ce que nous avons. Ce qui est sûr, nous aurons déjà un gain dû à cette vaccination. Et ainsi de suite, dès que nous aurons une meilleure visibilité, l'État se mobilisera. Vous savez très bien que nous ne sommes pas dormis. Nous avons la possibilité d'acquérir ces vaccins dignement, entre guillemets, comme vous le dites. On l'espère et nous bien. allons le faire parce que n'oublions pas que le président de la République, son Excellence Paul Biya, consent un énorme sacrifice en termes de finances publiques pour la vaccination. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du programme élargi de vaccination à près d'une vingtaine de vaccins qui sont gratuits pour le Cameroun. Oui, en tout cas, sur les questions vaccinales, on peut au moins reconnaître que le Cameroun n'est pas aussi mal loti que ça. Il y a pas mal de vaccins qui sont presque obligatoires pour les enfants, la poliomyélite. Ah oui, et si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce qu'on a été vaccinés. Effectivement, il y a presque une systématisation des vaccins pour les enfants. Donc, à terme, on peut espérer la même chose en ce qui concerne le paludisme, qui est quand même un gros problème de santé publique. C'est un gros problème. Nous savons, il y a 11 pays dans le monde, 10 en Afrique plus l'Inde, qui supportent plus de 70% du fardeau mondial du paludisme. C'est quand même terrible. C'est énorme. Ailleurs, c'est une maladie qui a disparu. Oui, qui a disparu. J'ai dit 70%. Et l'alliance des dirigeants des États, des chefs d'État, l'Allemand, qui lutte contre le paludisme, et Roll le Malaria, qui est une organisation qui lutte également par le paludisme. En 2021, ils se sont dit il faut qu'à l'horizon 2030, les 11 pays qui supportent 70% aient diminué d'au moins 90%, n'est-ce pas, leur fardeau. Et le reste, qu'on ait éliminé dans 35 autres pays le paludisme. C'est un objectif assez ambitieux, certes, mais c'est atteignable. Si nous sommes d'accord que le vaccin qui arrive aujourd'hui n'est pas une panacée, mais c'est quelque chose, c'est un outil qui s'ajoute aux autres. Parce qu'il ne faudrait pas dire, comme on a déjà le vaccin, on ne dort plus sur une moustiquaire, on ne fait plus, on ne prend plus. En clair, l'arrivée de ces vaccins-là ne va pas changer grand-chose. Non, ça s'ajoute à tout ce que nous avons déjà en place contre le paludisme. Ça va s'ajouter à ce que nous avons. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler d'autre chose. Le 31 décembre 2017, le président de la République, Paul Biya, déclarait, et je vais le citer dans son discours de fin d'année, « Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire profiter à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. » C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. 6 ans après ce discours du président de la République sur la mise en place de la couverture santé universelle, où en est-on? Alors, je voudrais, sur ce point, être assez clair que la couverture santé universelle a été déjà lancée. Du moins, en ce qui concerne la phase 1, qui est une phase pilote, a été lancée le 12 avril 2023. Nous avons un panier de soins qui a été mis en place et qui est centré davantage sur un certain nombre de pathologies et la santé de la mère et de l'enfant. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Je peux vous dire qu'on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé. Nous sommes à plus de 2 millions, 3 millions de personnes pré-enrôlées et environ 1 million et demi de personnes qui sont déjà pleinement dans la couverture santé universelle. Ça veut dire qu'ils sont déjà allés à l'hôpital, expérimenter leur carte CSU. Les chiffres les plus importants qu'il faudra relever, c'est que chez les enfants de 0 à 5 ans, vous savez très bien que c'est une innovation de la phase 1 de la couverture santé universelle parce que avant, quand vous avez 0 à 5 ans, vous allez à l'hôpital, vous payez la consultation. Absolument. Aujourd'hui, nous l'avons rendu gratuit. Pour ceux qui disposent de la carte CSU. De la carte CSU. C'est pour ça qu'on demande à chacun de faire enrôler les enfants pour qu'ils puissent se faire consulter gratuitement. Et donc ça, c'est rendu gratuit. Et maintenant, lorsque nous allons dans le chiffre, nous avons une explosion de personnes qui viennent à l'hôpital pour se faire consulter. Des enfants de 0 à 5 ans qui viennent se faire consulter. Nous avons des femmes dans le cadre
de la santé de la mère et de l'enfant, qui est implémenté sur 5 régions, nous avons des femmes, environ aujourd'hui 1 million de femmes qui sont venues accoucher gratuitement, qui ont été suivies jusqu'à leur accouchement, y compris celles qui ont subi des césariennes, parce qu'il y a eu une complication, ils ont subi des césariennes, ils ont été suivis et gratuitement ils sont rentrés chez eux. Nous avons des enfants qui ont de 0 à 42 jours, dans le cadre de cette option de chèque santé de la phase 1, qui ont été traités gratuitement. Et le plus important, c'est le traitement du paludisme simple et du paludisme grave. Parce que c'est une mesure qui a été prise depuis, mais qui tardait à se rendre effectif. Oui. Aujourd'hui, nous, on a mis en place un mécanisme de monitoring, n'est-ce pas, des kits de traitement du paludisme grave et du paludisme simple sur l'ensemble du territoire. Et ça nous permet de dire, effectivement, les enfants sont pris en charge et sont traités gratuitement. Oui. Alors, convenez avec moi que 1 million de personnes qui disposent aujourd'hui d'une carte CSU, ce n'est pas énorme, non? Non, Au regard je n'ai pas dit 1 million, j'ai dit 1 million qui ont validé leur carte. Oui. J'ai dit nous avons C'est-à-dire déjà... qu'ils peuvent en profiter déjà. Oui, en fait, Oui. pas qu'ils peuvent en profiter, qui ont déjà en profité. Oui. Parce que ceux qui peuvent déjà en profiter, Oui. ce sont ceux qui sont en possession de leur carte. De leur carte. Ils sont autour de 2,5 millions à peu Oui. près aujourd'hui. Oui. Ils sont autour de 2,5 millions à peu près aujourd'hui. Ils ont leur carte, mais ils n'ont pas encore eu l'occasion de rentrer dans une formation sanitaire et de présenter leur carte pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Oui. Mais ils ont déjà leur carte, ils ont été pré-enrôlés, c'est ce que nous appelons les personnes pré-enrôlées. Sinon, vous prenez tous ceux qui ont aujourd'hui des insuffisants rénaux, ils sont presque à 99% enrôlés et qui suivent gratuitement leur session de dialyse. Vous avez les personnes vivant avec le VIH-Sida qui sont enrôlées également là-dedans. Vous avez ceux qui vivent avec ceux qui sont atteints de tuberculose. Donc, ils sont là. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Manaouda Malachi, à ceux qui pensent que, en réalité, la seule véritable innovation ou alors l'intérêt qu'il y a dans ce panier de soins concernés par la CSU, c'est surtout les malades de l'insuffisance rénale, parce que être couvert par la CSU leur permet d'économiser un peu plus de 500 000 carrément sur les dialyses et tout. Par contre, le VIH-Sida est déjà suffisamment pris en charge par l'État du Cameroun, le ministère de la Santé. C'est presque gratuit, y compris les traitements. Voilà, donc finalement, le vrai intérêt dans cette affaire-là, c'est au niveau des insuffisants rénaux. Heureusement que ceux qui le pensent sont très minoritaires. Sinon, j'allais dire qu'on a échoué en termes de communication. Or, nous n'avons pas échoué en termes de communication parce que nous communiquons et nous continuons à disséminer un ensemble d'informations. Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Parce que même si vous prenez les personnes vivant avec le VIH-Sida, l'innovation ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes une personne vivant avec le VIH-Sida, vous êtes attaché à un centre de traitement. Donc, je suis à Yaoundé, je prends mes ARV à l'hôpital Jameau, je prendrai mes ARV à l'hôpital Jameau. Donc, si je me retrouve à Maroua, il faut que je me réfère à l'hôpital Jameau pour avoir mes produits. Aujourd'hui, dans le cadre de la phase 1 de la CSU, je suis à Yaoundé, je prends mes ARV à l'hôpital Jameau, je me retrouve pour un travail ou quelconque à Maroua, je présente ma carte de CSU dans un centre de traitement, on me donne les ARV. Parce qu'on a toutes mes informations sur ma carte et j'ai la carte CSU. Ça, c'est les personnes vivant avec le VIH-Sida. Prenez une autre catégorie de personnes. C'est la même chose avec ceux qui les tuberculeux. Maintenant, quand on parle de traitement de palu, l'innovation, première chose, c'est la consultation gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans, ce qui n'existait pas avant. Deuxième chose, c'est que dans le cas de la CSU, nous pistons maintenant les intrants. Hier encore, c'était gratuit, certes, mais vous allez dans une formation sanitaire, on vous dit non, vraiment, essayez de faire telle chose et faire telle chose. Aujourd'hui, nous avons mis à disposition les kits. On vous dit, quand un enfant arrive, vous lui faites un TDR. C'est quelque chose qui ne prend pas du temps. C'est un test de dépistage rapide. Un TDR, dès que vous avez, c'est positif,
vous lui donnez, vous déterminez si c'est palu simple, si c'est palu grave. grave. Palu simple, voilà le kit. Palu grave, voilà le kit. C'est assez structuré maintenant. Et nous avons, je dis, un groupe que nous avons mis en place, un groupe WhatsApp pour monitorer la disponibilité de ces intrants dans chacune de nos régions. Avant-hier encore, je recevais l'alerte venant de l'Ouest qui nous dit qu'il manquait telle ou telle autre chose. Nous avons tout de suite relayé l'information au secrétaire permanent du programme du Grand Palu, qui a tout de suite trouvé des intrants et renvoyé à l'Ouest. Donc, c'est ça, ce que nous faisons. Et donc, j'allais dire, tout est innovation. Parce que c'est des choses qui sont dynamiques, c'est des choses qui évoluent. Ce n'est pas simplement réunir comme j'ai dû entendre quelque part. Alors, justement, pour que la couverture santé universelle soit véritablement efficace et profite au plus grand nombre, il faudrait que tous les hôpitaux au Cameroun y participent. Alors, en dehors des hôpitaux publics, est-ce que les hôpitaux privés y participent? Nous sommes encore dans une phase expérimentale. Oui. Et nous ne voulons pas prendre le risque comment dirais-je, de nous disputer avec les hôpitaux privés. Donc, nous sommes d'abord allés sur les hôpitaux publics. Maintenant, lorsque nous aurons le dispositif global, juridique global et tout le reste, que nous lançons effectivement dans une couverture plus complète, nous allons mettre en place ce que nous avons appelé les accréditations, donc avec des critères. Et là, ça va concerner tout le monde. Oui. C'est-à-dire que les hôpitaux privés pourront être accrédités. Oui. On vous dit si vous avez telle chose, voilà le plateau technique qui est requis. Si vous avez ça, on vous accrédite pour faire telle ou telle autre chose. Parce qu'on a des paquets de soins qui correspondent à chaque catégorie de formation sanitaire. Et donc, en fonction de la catégorie de la formation sanitaire, le paquet de soins qui est validé, nous accréditons donc hôpital par hôpital pour pouvoir faire cela. Alors c'est vrai que vous avez mis en place, disiez-vous tout à l'heure, une stratégie de communication pour faire connaître la CSU aux Camerounais, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui n'en ont toujours pas entendu parler et qui, en regardant cette émission, se disent alors c'est quoi cette couverture santé universelle et comment y accéder? Vous leur répondez quoi? Et combien ça coûte? Alors, je pense qu'il faut être assez simple dans le langage. C'est l'objectif. C'est que le président de la République voudrait que chaque Camerounais ait accès à un soin de qualité, mais à moindre coût. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait que lorsque vous êtes à un point X, quand vous sortez, vous ne parcourez pas plus de 5 km pour avoir accès à un soin. Et quand vous arrivez, que vous soyez dignement reçu. Et lorsque vous êtes reçu, que l'obstacle financier ne soit pas un frein pour que vous ayez droit à un soin. Voilà la définition globale. Et donc, pour ce faire, et comme nous savons que l'hôpital les soins ont un coût, l'hôpital a un coût. L'hôpital a aussi des charges. Voilà, des charges. Maintenant, on fait jouer une solidarité globale, une solidarité nationale. Celui qui a les possibilités aide l'autre à payer par un mécanisme que nous mettons en place en termes de cotisation, quelque chose comme ça. Donc, c'est très simple. Nous voulons laisser personne de côté. Nous ne voulons pas avoir un Camerounais qui puisse dire « Je suis malade, mais comme je n'ai pas de moyens, je ne peux pas me faire soigner. » Donc, voilà ce que le président de la République voudrait. Et donc, c'est vers là que nous tendons en réalité. Alors, et justement, pour l'enrôlement, il faut se rendre sur le site web du ministère de la Santé, le processus d'enrôlement pour obtenir sa carte. Il y a plusieurs processus. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre sur le site, vous pouvez vous rendre dans un centre de santé. Il y a une stratégie aussi avancée où vous avez des agents de la CSU qui vont dans les ménages, dans les quartiers, dans les villages pour pouvoir pour leur demander de se faire enrôler. Voilà. Oui. Alors, jusqu'à présent, la question du coût de la mise en place de la CSU se pose. Il y a quelque temps, on parlait de près de 90 milliards pour mettre en place la CSU et beaucoup se demandaient, mais 90 milliards, c'est pour faire quoi? Alors, le coût
n'oublions pas qu'on parle de 1300 milliards avant. Oui, oui. Parce que quand je suis arrivé, la première question que j'avais posée, comment on fait pour avancer sur le dossier de la CSU? Et la plupart des réponses que j'ai reçues, monsieur le ministre, pour avancer, il faut que l'État mette à disposition 1300 milliards. Alors, j'allais dire surpris, parce que je sais que si nous attendons 1300 milliards, alors nous ne ferons pas de CSU. Ça finit pratiquement l'argent du Cameroun. Non, nous ne ferons même pas. Oui. Ça veut dire que nous ne ferons plus de CSU. Et je leur ai dit non, on ne peut pas attendre 1300 milliards pour avancer sur la CSU. Mais nous allons faire la CSU de nos moyens. Oui. Le jour... C'est ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale. Oui, si nous avons 10 milliards, nous ferons une CSU de 10 milliards. Les Camerounais comprendront que notre niveau aujourd'hui, c'est d'abord les 10 milliards. On va progresser certainement, mais on n'a que les 10 milliards. Commençons avec les 10 milliards. Nous avons 100 milliards, nous ferons la CSU de 100 milliards. Et donc, c'est ça l'idée qui a prévalu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous sommes dit, pour ce qui est des programmes qui bénéficient d'une subvention de l'État, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, nous mettons à disposition simplement une contribution du Cameroun qui va dans ce sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le coût global, je crois que nous sommes dans les 95 milliards. Et dans les 95 milliards, vous avez là, en grande partie, sinon 60-70%, c'est les intrants. C'est-à-dire que c'est les médicaments, c'est les vaccins, donc tout est intrant. Et vous aurez dans le déploiement logistique peut-être 0,2% ou 5%. Pour le déploiement logistique, moins d'1% pour ce qui est de fonctionnement. Parce que nous voulons optimiser ce que nous avons déjà comme dispositif de fonctionnement pour pouvoir soutenir la CSU. Et donc, pour le moment, c'est ce que nous sommes en train de faire en attendant qu'il y ait un système de cotisation, parce qu'il n'y a rien qui supporte ça maintenant. C'est-à-dire que c'est le ministère de la Santé publique avec ses partenaires publics, partenaires techniques et financiers qui supportent aujourd'hui le coût de la CSU. C'est viable sur le long terme? Vous allez vous en sortir? Oui, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Nous avons fait une projection sur une dizaine d'années et nous pensons qu'on peut tenir. Maintenant, est-ce qu'on va continuer sur, sur le même panier de soins? Est-ce qu'on doit l'étendre? Parce que, par exemple, pour 2024, nous comptons l'étendre un peu. C'est-à-dire augmenter le panier de soins concernés. Oui, on va attendre un peu. Le chèque santé va se déployer certainement vers le nord-ouest, le sud-ouest. Ça va faire 7 régions désormais. Nous allons prendre les hépatites virales qu'on va faire rentrer pour un traitement gratuit. Nous allons prendre le diabète pédiatrique pour un traitement gratuit. Donc, on va faire rentrer, faire agrandir le panier de soins, mais en étant prudent. C'est-à-dire toujours veiller à ce que nous ayons une bonne visibilité sur la pérennité de l'action. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après 2 ans, on dise, bon, vraiment, comme on n'a pas l'argent, on s'arrête. Oui. Alors justement, est-ce que ce que vous expliquez là, l'élargissement du panier de soins, cela fait partie de la phase 2? Parce que pour l'instant, on est à la phase 1. Ou alors, en quoi va consister la phase 2? Vous serez le moment venu, on avisera en ce qui concerne la phase. Est-ce qu'il y aura une phase 2? Est-ce qu'il y aura globalement déjà une CSU? On avisera. Pour le moment, on est dans le cadre de la phase 1 et nous progressons pour pouvoir huiler notre dispositif, mettre en place tous les logistiques, la logistique de gestion d'une couverture santé universelle. Nous mettons en place progressivement le personnel, les mécanismes, avec toutes les conventions que nous signons avec les fonds régionaux de promotion de la santé, avec les délégués régionaux qui doivent suivre le processus sur le terrain, avec les hôpitaux pour pouvoir effectivement être impliqués, avec les contrôleurs qui doivent voir si effectivement les soins qu'on est en train de racheter ont été délivrés. Nous mettons en place ce maillage en termes de logistique, en termes de logiciels, en termes de mécanismes de gestion, et puis après, nous verrons. Alors, vous parliez tout à l'heure du coût de la logistique pour la mise en place de cette CSU. Alors, est-ce qu'au niveau de la logistique, ça va?
Alors, je vous le demande parce que j'ai cru comprendre que vous aviez des soucis avec votre data center et tout. Comme vous êtes en face de moi, c'est l'occasion de vérifier. Ouais. Est-ce que ça va? Je vois que vous êtes bien informé. Oui, nous avons logé nos données aujourd'hui à Camtel. Il s'avère que la data center qu'on nous avait donnée était... ils avaient sous-estimé la qualité des données. Et la quantité également de données. Donc, nous avons réécrit à Camtel pour que Camtel essaie d'élargir la capacité de notre data center. Ils nous ont fait une facture, oui. Mais on paiera la facture, il n'y a pas de souci, on paiera la facture. Je crois que ça devrait aller. Oui. Donc, là-dessus, on pourrait être rassuré. Je pense que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un souci majeur. Madame le directeur général est très compréhensible parce que je l'ai appelé moi-même. Nous avons à 2 reprises discuté sur la question et elle est très avenante, donc je pense qu'elle a pris les choses en main pour que ça aille. Alors, pour finir sur la question de la CSU, ministre Manaouda Malachi, dites-nous, ce serait quoi votre plus grande fierté en ce qui concerne la couverture santé universelle? Parce qu'effectivement, l'accès aux soins de santé est un problème pour les Camerounais. D'abord, la disponibilité des hôpitaux, les coûts, ainsi de suite. Ce serait quoi votre plus grande fierté avec ce dossier-là? Mais vous savez, ce n'est pas mon dossier, c'est le dossier du président de la République. Oui. Donc, je n'ai pas à avoir une grande fierté ou une petite fierté ou une fierté quelconque. La seule fierté que j'ai, c'est de pouvoir dire j'ai rendu effective l'instruction reçue de M. le président de la République. Et que les Camerounais aujourd'hui bénéficient à des stades peut-être variés, mais bénéficient des soins de qualité et puis à moindre coût. Donc la fierté que j'ai, c'est d'avoir contribué à mettre en place ce que le président lui-même a décidé. Parce que le dossier n'est pas le dossier de Manaouda, c'est le dossier de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya. L'instruction présidentielle date de 2017. Nous sommes en 2023, ça fait 6 ans. Franchement, ce n'est pas un peu lent. Non, ce n'est pas un petit dossier, la CSU. Il y a ceux qui sont encore en phase de structuration après 10 ans. Vous n'avez pas fait comme les faibles. Oui, voilà. On ne va pas codifier l'erreur ou c'est pas moi à codifier la faiblesse. Mais je dis encore, c'est un dossier assez lourd. Et donc, il ne faut pas aller vite. Je ne vais pas paraphraser quelqu'un qui a dit que la vitesse n'est pas synonyme de la vitalité. Il ne faut pas aller vite et reprendre. Il ne faut pas aller vite et s'arrêter en cours de route. C'est pour ça que je crois que ça a pris le temps que ça a pris dans le cadre de la structuration, n'est-ce pas, du projet. Maintenant que nous avons la tête hors de l'eau, je pense que nous devons tous être fiers et pouvoir contribuer pour que la tête demeure hors de l'eau. Je vous propose, Monsieur le ministre, de prendre une petite pause de 30 secondes et nous revenons juste derrière pour la suite de cet entretien. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels haut standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables.
ses chambres calmes et élégantes, ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville, une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente, des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix de cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Nobu International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Nobu International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.nobuinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Nobu International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui nous fait l'honneur de nous recevoir pour parler de l'état de santé de son ministère. Alors, monsieur le ministre, l'élection au sein de l'Ordre des médecins du Cameroun, alors, est-ce qu'on a une idée de quand cette élection aura enfin lieu? Les dates ont été rendues publiques, Oui. c'est le 9 décembre 2023. Très bien, je voulais que cela sorte de votre propre bouche. Voilà, et ça sera au Palais des Sports. Pourquoi le Palais des Sports? Parce que c'est assez grand pour comporter tout le monde. Tout va se passer au milieu. Les 2883 électeurs seront dans les gradins et chacun aura l'occasion, j'allais dire, de zoomer, de faire tout ce qu'on veut pour pouvoir se rendre compte que ce qui va être fait sera transparent. Oui. Alors justement, quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir la transparence de cette élection qui a été renvoyée au moins 2 fois? Oui, au moins 2 fois. Oui. Au moins 2 fois. La première mesure qui a été prise par Monsieur le Président de la République, c'est de rapprocher, n'est-ce pas, l'organisation du chef du gouvernement. Et donc, il y a un comité qui a été mis en place, qui est présidé par le secrétaire général des services du Premier ministre, qui comporte comme vice-président moi-même. Et donc, dans le cadre de ce comité, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec les différents candidats pour pouvoir arrêter les mesures de transparence, les mesures de clarté de l'opération. Et je crois qu'à présent, nous sommes en mesure de dire que dans le cadre de l'élection du 9 décembre, nous sommes tombés d'accord avec tous les candidats de comment ça va se faire. Donc il y a un consensus qui a été qui est fait aujourd'hui avec tous les candidats. Oui, avec tous les candidats. Ils sont d'accord sur les règles. Oui, bien entendu. Ils sont en train d'ailleurs ils participent à toutes les réunions. Le secrétaire général des services du Premier ministre, le professeur Fouda, a voulu que même les réunions techniques, s'il y a un candidat qui veut y être, qu'il y soit. Oui. Il n'y a rien à cacher parce qu'on voudrait que chacun suive le processus jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas de plainte après parce que tout le monde aura vu tout le monde agir. Oui. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, tout le monde saura qu'il y a un truc qui n'est pas bien allé. Donc, autre chose que nous avons mis en place, c'est un système parce que ce qui avait été décrit aussi, c'était un système de procuration. Comme nous savons très bien qu'on peut ne pas avoir l'ensemble des 2883 votants
Et donc, il y a quelqu'un qui peut donner procuration à une autre personne. Donc, déjà, le principe, c'est qu'il y a pas, une personne ne peut pas être porteuse de 2 procurations à la fois, Oui. une seule. Une seule procuration. Maintenant, on a mis en place un mécanisme. Il y a un numéro qui a été communiqué. J'ai signé le communiqué il y a cela quelque temps. Il y a un numéro qui a été communiqué. Au cas où il y a quelqu'un qui veut donner une procuration à une autre personne, il envoie la photocopie de sa carte d'identité et son matricule à ce numéro de téléphone. On va générer une procuration, déjà pré-remplie avec son nom et tout le reste. On va lui envoyer pour que lui, il remplisse maintenant le nom de la personne à qui il va simplement donner la procuration. Ça, c'est parce que nous voulons contrôler, n'est-ce pas, l'authenticité des procurations. Donc, on a verrouillé en ce qui concerne les procurations comme ça. Maintenant, on a demandé à chacun de choisir des couleurs pour les bulletins et tout le reste. Ça va se faire au sein, je l'ai dit, du palais des sports et devant tout le monde. Entre nous, qui est votre candidat? Mon candidat, c'est l'Ordre national des médecins du Cameroun. Je parle de ceux qui sont candidats. Parmi les candidats, là, le vôtre, c'est pour ça que j'ai dit mon candidat, c'est l'Ordre national des médecins, parce que c'est mon vis-à-vis. Je n'ai pas un homme comme vis-à-vis. J'ai un bureau. Parce qu'on vous soupçonne souvent, vous autres ministres de la Santé, de toujours vouloir contrôler l'ordre des médecins. Mais et le meilleur moyen de contrôler l'ordre des médecins, c'est d'avoir son candidat. Pourquoi le Justement, faire? je vous pose la question. Entre nous, moi je voudrais d'abord que la personne qui y pense me dise à quoi me servira de contrôler l'ordre national des médecins. Parce qu'il n'y a pas que les médecins. Il y a des ordres, il y a les opticiens, il y a les pharmaciens. On a plein d'ordres, on a plein de sociétés savantes, on a plein de... Mais pourquoi j'aurais besoin de contrôler l'ordre national des médecins? Pourquoi l'intérêt? Mais c'est quand même une accusation qui oui, mais pour quel intérêt? Moi, je voudrais mettre quelqu'un à tout prix à la tête mais de qu'on me dise pourquoi j'ai intérêt à mettre quelqu'un là-bas au niveau de l'ordre des médecins. Pourquoi j'ai intérêt? Alors, vos rapports avec l'ordre des médecins, justement, quels sont les rapports que le ministre de la Santé a avec l'exécutif de l'ordre des médecins? Alors, c'est très simple. Oui. C'est très simple. Sur des questions assez pointues, nous demandons l'avis de l'ordre des médecins. Sur des problèmes que nous rencontrons dans nos formations sanitaires, notamment les erreurs médicales, comment on appelle ça, la marche d'un certain nombre de services, et même le comportement de certains médecins qui sortent de l'éthique ou de la déontologie professionnelle, nous soumettons ces cas à l'ordre national des médecins pour qu'ils nous donnent leur avis sur ces questions-là, pour qu'ils puissent statuer sur le plan disciplinaire en ce qui concerne les médecins qui se seraient rendus coupables d'un certain nombre de faits. Donc voilà globalement ce à quoi consiste la relation que j'ai avec l'ordre des médecins. Et tout va bien? Pour le moment, je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup collaboré avec le docteur Guy Sanjon, qui était jusque-là président de l'ordre des médecins. Je collaborais dans les mêmes normes avec celui qui viendra. Nous allons sortir du ministère de la Santé, si vous le voulez bien, pour parler de politique. Et oui, je ne peux pas vous avoir, ministre de la Santé, membre du gouvernement et homme politique, sans vous poser des questions sur la politique. Ce n'était pas prévu. Mais pour fermer la page de l'Ordre national des médecins, je voudrais simplement dire que il faudrait que les médecins se prennent en main. Ils se prennent en main. Et il faudrait que les médecins, dans le fonctionnement quotidien, puissent être républicains dans leur démarche. Ce que nous sommes en train de faire à l'Ordre national des médecins, nous l'avons fait à l'Ordre des pharmaciens. Nous l'avons fait à l'Ordre national des opticiens. Ça a marché là-bas. Ça a marché à l'Ordre des pharmaciens. Et nous sommes en train de travailler avec le président de l'Ordre des pharmaciens pour que ce secteur connaisse davantage un essor. Nous sortons d'une visite de terrain chez les industriels de la pharmacie. Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau et que nous devons encore davantage, n'est-ce pas, renforcer l'accompagnement du gouvernement pour que nous puissions rêver d'une autonomisation de notre pays en matière
pharmaceutique. C'est quand même quelque chose qu'il faut relever. C'est en bonne voie. Là, oui, c'est en bonne voie. Et là, le président de l'Ordre des pharmaciens est avec nous, est dans la disposition d'esprit d'apporter sa contribution pour une réorientation de l'action du gouvernement. Je crois que c'est assez bon de le relever, parce que c'est exemplaire ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons faire la même chose avec les médecins. Il y a des choses qu'ils peuvent apporter comme des changements dans ce que nous faisons. Mais il faut qu'ils soient dans un esprit républicain et qu'ils puissent faire ces réajustements. Nous sommes preneurs de tout, parce que nous sommes en train de construire, suivant les très hautes institutions de M. le Président de la République, un dispositif sanitaire qui soit résilient et robuste. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut une démarche inclusive qui accepte tout. Et donc, dans cela, l'Ordre national des pharmaciens a une place de choix et devrait pouvoir contribuer à cela. Donc, nous voulons simplement que leur dire, parce que j'avais dit à plusieurs reprises... On sent que vous aimez beaucoup les gars de l'Ordre des pharmaciens. Hein? Pas simplement, mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est un ordre qui fonctionne très bien et qui est aux côtés du gouvernement et qui veut vraiment que les choses avancent. Moi, je veux cet enthousiasme, je veux ce dynamisme-là. Et c'est ce que je voudrais également... Je leur ai d'ailleurs dit de contaminer un peu leurs frères, les médecins. Parce qu'il faut ce dynamisme. Si on veut que les choses avancent dans ce pays, il faut que nous tous nous mettions et que nous ayons la volonté. Que nous ne pensons pas à nous. Parce que j'ai l'impression que là-bas, chacun pense à lui. Chacun pense à ses intérêts. Chacun pense à ce que lui va perdre au lieu de regarder ce que gagnera le Cameroun. Parce que c'est ça ma préoccupation. Oui. Il faut mettre en avant l'intérêt général. Nous avons aujourd'hui de ce blocage qui est dû à ces médecins, des jeunes qui sont arrivés, il y a cela 2-3 promotions aujourd'hui, qui n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'il n'y a pas un ordre pour pouvoir leur faire accepter leur serment, par exemple. S'ils avaient pensé à ce jeune, il n'y aurait pas ce blocage. Oui. Donc, il faut que chacun se remette en question et que nous puissions, dans une collaboration saine, nous puissions faire avancer les choses dans ce secteur. En parlant de politique, votre actualité, c'est la sortie de cet ouvrage, Les 200 plus belles citations de Paul Biya, signé Dr Manaouda Malachi, paru il y a quelques jours. Vous avez organisé une grande cérémonie de dédicace ici à Yaoundé. Il y avait du beau monde, c'était bien, hein, il y avait du monde pour ce livre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cet ouvrage sur les 200 plus belles citations de Paul Biya? Alors, la motivation première, c'était quoi? J'étais en train de préparer un discours et c'était une intervention qui me tenait à cœur parce que je voulais utiliser des mots ou des phrases de choc pour pouvoir emporter l'adhésion de ceux qui vont m'écouter. Parce qu'à l'audience, vous avez les partenaires techniques et financiers, vous avez des collaborateurs du terrain. Donc, je voulais qu'ils rentrent avec quelque chose d'assez fort pour les booster. Parce que, au-delà de tout, ma volonté aujourd'hui, c'est que ce secteur de la santé puisse aller de l'avant, comme le souhaite le président de la République. Oui. Et donc, je ne voudrais pas qu'on dise il y a un pan qui reste, il y a l'autre qui est à la traîne. Je voudrais qu'ensemble, tous les pans de la santé publique puissent avancer. Donc, je voulais en fait, peut-être les choquer un peu, mais leur donner quelque chose d'assez fort, suffisamment fort pour les faire réfléchir à leur manière de travailler et qu'ils soient beaucoup plus dynamiques. Et donc, je n'avais pas. Je me suis dit, il faut que je cherche quelque chose que le président a dit. J'ai commencé à fouiller un certain nombre de prises de parole de M. le Président de la République et je suis tombé sur quelque chose. Oui. Alors, quand je suis tombé sur une citation, je l'ai relue et j'ai dit, bingo, voilà, j'ai trouvé ma citation. J'ai construit ma prise de parole autour de cette citation. Sauf qu'après avoir fini ma cérémonie, je suis venu m'asseoir, mais quelque chose me dit, vous n'allez pas profiter de cela vous seul. Il faut que les autres aussi comprennent qu'en relisant le président de la République, on peut tirer plein de choses, plein de sagesse, plein d'informations. C'est comme ça que je me suis donc remis à refouiller toutes les prises de parole de M. le président de la République dans le but d'avoir un recueil pour moi-même d'abord. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ce recueil
en partage au plus grand nombre, et notamment aux générations présentes et futures. Donc voilà comment l'idée arrive, voilà comment, chemin faisant, la démarche est structurée et qui a donné naissance à ce livre. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de beau dans les citations du président Paul Biya? C'est la tournure rhétorique ou alors la portée politique de son propos? Ah non, je cherche ce qu'il y a de beau là-dedans. J'allais dire ni l'un ni l'autre. Oui. Mais ce qui caractérise ces 200 plus belles citations de M. le Président de la République, premièrement, c'est la franchise. On a toujours coutume de dire que il n'y a que la vérité qui est immuable. Les autres choses peuvent changer. Et nous voyons dans la posture de l'homme d'État, qu'est M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, de 82 jusqu'à aujourd'hui, une posture qui n'a jamais changé. Et donc, il est franc dans ce qu'il dit. Il a toujours eu à dire la vérité aux Camerounais. Oui. Quand ça ne va pas, il a dit ça ne va pas. Quand il perçoit qu'il y a un danger devant, il a dit attention, il y a telle chose qui arrivera. Il a toujours dit la vérité, première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte, en prenant au hasard une citation de 82, 90, si cette citation est encore d'actualité. Oui. Et donc, ça donne une idée de la profondeur de la pensée de l'homme d'État que le chef de l'État. Oui. Donc, ce n'est que déjà à partir de ces deux éléments, nous pensons qu'il faudrait que le plus grand nombre puisse l'avoir en partage. C'est pour ça que nous l'avons fait. Alors, je vais vous lire ce propos du président Paul Biya, justement, cette citation du président Paul Biya, et vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. Je l'ai dit, et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Pourquoi vouloir transposer dans notre pays des procédés expérimentés ailleurs avec plus ou moins de succès alors que notre contexte est différent et spécifique? Oui. Il y a quoi de... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, mais c'est simplement quelqu'un qui refuse la conférence nationale dans son pays. Ah non, alors que justement, personnes ont la subtilité, oui. C'est la subtilité de M. le Président de la République, ce n'est pas de venir lire au premier plan et dire oui, mais vous avez refusé ce qui se passe là-bas. Est-ce que tout ce qui se passe là-bas est transposable dans notre contexte? C'est la question qu'il faut se poser. Au quotidien, vous êtes en train de dire non, on devrait. Ouais. Mais quand le président lui-même prend la peine de vous dire effectivement que ce qui est là-bas, là c'est 1991, ce qui est là-bas vaut là-bas, mais ici nous avons un contexte et notre contexte c'est celui-là. Oui. Mais je vais aller plus loin d'ailleurs. Je vais aller plus loin. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des penseurs camerounais, il y a des écrivains camerounais, il y a des concepteurs camerounais qui pensent que la démocratie n'est pas une bonne chose pour les Africains. Parce que nous avons vu des pays qui ne sont pas africains, cette fois-là, qui sont de l'autre côté, je refuse de donner le nom, mais qui ont une démocratie à leur manière, mais qui n'est pas une démocratie occidentale et qui sont développés. Alors, pourquoi nous allons nous faire imposer quelque chose allant dans le sens de dire, comme ça se fait en Occident comme cela, nous allons l'avoir, mais amenez tout, pour être plus conforme, amenez-nous l'hiver ici une fois. Pourquoi? Oui. Alors, je ne peux pas retrouver une citation là, mais je voudrais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a une adéquation entre le discours et les actes du président Paul Biya? Mais comment? Il a toujours fait ce qu'il a dit. Parce que dans une de ces citations que vous avez citées dans votre ouvrage, je ne retrouve pas la page, pardonnez-moi, il parle de la paix qui est un bien précieux qu'on apprécie justement lorsque l'on l'a perdu. Oui. Voilà, vous l'avez cité. Oui. Alors, vous pensez qu'il est en adéquation avec ce discours-là quand on regarde la situation qui est celle de notre pays? Mais monsieur le Président de la République n'a vécu que pour la paix. Et il est d'ailleurs allé sur le sommet du monde dire « Je suis mendiant de la paix ». Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup on a théorisé d'ailleurs sa conception de la paix lorsque nous prenons l'affaire Bakassi. Je pense qu'il n'y a pas un exemple de personne qui veut la paix comme le Président de la République, n'est-ce pas? Mais la paix est tout aussi comme la santé.
lorsque vous perdez la santé, c'est là où vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose d'assez précieux. Mais quand nous, on est en santé comme ça, bon, on se dit oui, c'est normal, c'est comme ça. Mais on ne se rend pas compte du privilège que Dieu nous fait de nous donner cette santé-là. Oui. Donc, je crois que lorsque nous parlons de la paix, c'est indissociable de la personne de M. le Président de la République. Alors, dans l'avant-propos de votre livre, pour justifier un peu le pourquoi de cet ouvrage sur les 200 plus belles citations de Paul Biya, vous écrivez, et je vous cite, une telle maîtrise, donc vous parlez du président Paul Biya qui a la maîtrise du verbe, vous dites même qu'il n'a jamais buté quand il lit un discours. Bon, enfin, pas simplement un discours, quand il prend la parole en public. Oui, il n'a jamais buté sur un mot. C'est vrai qu'il parle peu quand même aussi. Mais il n'a jamais buté sur un mot. Quand on parle peu, on a peu de chance aussi de buter. Mais vous savez très bien que c'est une qualité, n'est-ce pas? On nous demande de parler très peu. Même chez nous, les chrétiens, les chrétiens protestants, il nous est dit dans la Bible de parler peu pour éviter de commettre des péchés. Alors, mais ce n'est pas un exercice facile. Oui. Vous et moi, on peut vouloir parler peu, mais on ne parlera jamais peu. Vous le savez très bien. Donc, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. C'est une qualité que tout le monde n'a pas. Alors, je vous cite, une telle maîtrise de la prise de parole publique traduit une assurance permanente, elle-même portée par un inépuisable champ lexical qui a offert aux observateurs et aux Camerounais des saillies devenues célèbres, autant que des pensées dignes de l'excellent élève de philosophie et de l'étudiant en droit et sciences politiques que Paul Biya a été. Oui. Manaouda Malachi, le niveau d'Atalakou ici est fort. Hein? Ben, c'est un fait. Je ne sais pas si... dire que... les jeunes d'aujourd'hui diraient ça c'est la Talakou Pro Max. Non, le problème n'est pas là. Vous savez, chacun est dans son rôle. Hein. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez même un livre, ce livre, quelqu'un dirait que ce livre il est jaune, l'autre dira qu'il est rouge. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Mais les faits sont têtus. Si je dis aujourd'hui que vous avez un costume noir, est-ce que je vous fais la Talakou? Non. Si je vous dis que votre costume il me plaît, il est beau, est-ce que c'est la Talakou? Je dis simplement ce qui est. Et là, ce que j'ai relaté, c'est ce qui est. Ce n'est pas quelque chose que je construis ou alors que j'habille. Je n'ai jamais habillé quelque chose. Oui. Et ceux qui me savent, ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, savent quel est mon degré je ne veux pas parler d'indépendance, mais d'objectivité et de sincérité lorsque je suis en rapport, que ce soit avec mes chefs, que ce soit avec mes collaborateurs ou avec mes amis. Je reste cet homme sincère. Oui, mais il n'empêche que vous reconnaissez quand même que le président Biya exerce sur vous une forme de fascination. Alors, c'est normal. Est-ce qu'on peut être encore lucide dans l'appréciation d'un homme qui nous fascine? L'homme est-il lucide devant Dieu, par exemple? Parce que Dieu nous fascine tous. Bon. Est-ce que sommes-nous lucides? Le président Biya n'est pas Dieu. Non, je ne le dis pas qu'il est Dieu. Mais bien. Je dis, l'homme est-il? Parce qu'au regard de nos rapports avec Dieu, l'homme est-il lucide? Il nous fascine. Donc la fascination ne doit pas être perçue comme une faiblesse ou quelque chose. Oui. On a toujours un exemple. Devant votre père, vous êtes fasciné. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous ne direz pas que votre père, il est ci, il est ça? S'il est, il est vraiment, vous le direz. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que vous êtes fasciné que vous le dites? Oui. C'est la même chose. Monsieur le Président de la République et le Président de la République, j'ai eu le privilège, l'honneur de travailler à ses côtés pendant 7 ans à la Présidence de la République. J'ai vu ce que c'est qu'un Président de la République. J'ai vu ce que c'est que le quotidien d'un Président de la République, à travers d'ailleurs des annotations sur un certain nombre de documents. Vous envoyez un document, un organigramme par exemple, un organigramme de 200-300 pages, mais ça vous revient avec des annotations. Pensez-vous que c'est des annotations fantaisistes? Non. Alors, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments mis côte à côte qui sont des éléments objectifs qui me le font dire et qui forcent, n'est-ce pas, cette fascination pour l'homme qu'il est, pour le père qu'il est, pour le patriarche qu'il est. Parce que nous cherchons tous des repères. Nous cherchons tous des repères. Et quand nous voyons quelque chose qui est bien, nous voulons aller tous vers la lumière. Aujourd'hui, je pense que c'est le patriarche qui n'est pas simplement un repère pour le Camerounais, qui n'est pas simplement un repère pour les Africains, mais qui est un repère pour un certain nombre de personnes dans le monde, parce qu'il y a des gens qui viennent le consulter, surtout. Et je pense que
Nous devons tous être fascinés par l'homme Biya en ce moment. Est-il besoin de vous demander qui est votre modèle en politique? Ben, vous venez de lire, n'est-ce pas? Il est connu. Vous venez de lire. Donc, vous n'avez pas besoin. Alors, vous avez et vous l'avez reconnu, une grande admiration pour le président Paul Biya. Aujourd'hui, il est âgé à 91 ans et au pouvoir depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans déjà, 41 ans pour être beaucoup plus précis. Au nom de l'amour et de l'admiration que vous avez pour cet homme, est-ce que vous ne lui conseilleriez pas de se reposer? Le 17 mai, Oui. précisément. J'ai retenu la date parce que c'était à la veille du 20 mai. Oui. Et lorsque les jeunes de l'extrême nord ont voulu faire cela, je m'étais posé la question de savoir est-ce qu'à la veille du 20 mai c'est possible? Parce que chacun devrait se préparer pour aller fêter la fête nationale. Donc je m'étais dit est-ce que c'était possible? Mais le 17 mai, les jeunes du septentrion en général venant de la Damawa, du nord et de l'extrême nord se sont retrouvés à Mokolo. À Mokolo, ok. Il y a même des jeunes qui étaient venus de l'ouest, des jeunes qui étaient venus du sud, des jeunes qui étaient venus de l'est. Et je pense que nous avons eu quelques-uns aussi du littoral qui sont venus se joindre aux jeunes du septentrion pour faire un appel à M. le Président de la République. Et ils ont demandé à M. le Président de la République de se présenter en 2025 pour qu'il continue l'œuvre qu'il a déjà commencée, qu'il a parfait, et qu'il parfait encore, qu'il continue à perfectionner cette œuvre-là. Alors, qui suis-je moi pour dire qu'il faut qu'il s'arrête? Est-ce que vous avez senti de la sincérité dans les regards et dans les propos de ces jeunes-là qui, les jeunes en général, c'est la trentaine et un peu moins, qui demandent à quelqu'un qui a un peu plus de 90 ans de continuer à diriger leur pays? Je ne sais pas si vous avez Vous vu... les avez trouvés sincères. Est-ce que vous avez vu les images? Si vous avez vu les images, vous ne me poserez pas la question. Parce que ce n'était pas quelque chose qui a été fait dans une chambre. C'était fait au stade municipal de Mokolo. Et donc, chacun avait le soin de scruter chaque visage et d'en donner comment dirais-je, l'interprétation. Mais moi, j'ai vu des jeunes qui étaient sincères. Oui. J'ai vu des jeunes qui ont pensé à l'intérêt général, qui ont pensé à l'intérêt, à leur avenir, et qui ont dit, nous allons dans ce sens-là. Moi, je les ai vus, je les ai trouvés sincères. Donc, maintenant, il y a encore des archives, vous pouvez encore revoir, peut-être pour questionner leur visage, mais je vous dis, moi j'ai vu des jeunes sincères. Justement, par rapport aux jeunes de la partie septentrionale du Cameroun, quand vous êtes avec eux, qu'est-ce que vous leur vendez pour mettre en avant la candidature, pour leur dire que Paul Biya doit encore rester en 2025? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce que vous vendez? Mais il n'y a personne qui vend une chose à une autre. Oui. Nous vendons les listes. Parce que ce n'est pas moi qui les convainc, ce n'est pas eux qui me convainquent. Mais nous nous convainquons, nous tous. De quoi sont-ils fiers? Alors, nous sommes fiers d'un certain nombre de choses. Oui. Vous savez, le septentrion a souffert de l'insécurité. À un moment donné, il a fallu une intervention, j'allais de la plus haute autorité et de manière digne, comme vous avez dit. Et donc ça a été fait. Si nous mettons ça de côté, dès que le président de la République a pris le pouvoir en 1982, le premier acte qu'il pose, il a créé l'extrême nord. C'est pour ça que nous nous appelons la fille aînée du renouveau. Maintenant, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Dans le cadre de la santé publique, il y a une densification de la carte sanitaire. Il y a un relèvement de plateau technique. Et je le dis encore, parce que ça a été dit ce même jour, ce même 17. Oui. Il y a de cela 5 ans, on quittait de Mokolo. Je ne sais pas si vous savez où se trouve Mokolo. Oui, j'ai été à Mokolo. Mais si vous ne savez pas, je peux vous situer Kousséri. Kousséri qui est à la lisière de N'Djamena. On quittait de Kousséri pour venir faire un scanner à Yaoundé ou à Douala. Un scanner. C'est-à-dire, vous voyez un peu vous passez par route, donc vous faites 2 jours en route, on vous fait un scanner, et on se posait la question, bon, après avoir fait le scanner, vous rentrez, vous traitez à Mokolo, à Kousséri, vous restez une fois ici, avec tout ce que cela comporte, avec les charges de coûts, vous traitez à Yaoundé. Rien que cette image. Aujourd'hui,
Vous avez un scanner, le même scanner, vous l'avez à Koseri. Vous avez un scanner à Mokolo. Vous avez un scanner à Maroua. Vous avez un scanner à Yagua. Vous avez un scanner à Garoua. À Garoua, il y en a même 2 ou 3. À Ngaoundéré, vous avez 2 ou 3. Alors, qui l'a rendu possible? C'est Monsieur le Président de la République. Pourquoi? Ça dit même si ce n'est que sur ce plan qui est la santé, qui est la vie, si ce n'est que sur ce plan-là, il y a de quoi dire, nous voulons que le monsieur qui a fait tout ça puisse encore rester et continue de faire parce qu'il y a d'autres choses qui restent encore à faire. Manaouda Malachi, les 200 plus belles citations de Paul Biya, le livre, il est disponible pour sortir de cette émission. S'il n'y avait qu'une seule des plus belles citations de Paul Biya à retenir, quelle serait celle que vous retiendrez? S'il y avait une seule... que ce n'est pas une colle. Hein, non, oui, pas du tout. Oui. S'il y a une seule à retenir, c'est le livre que je retiens. Oui. Donc toutes les 200 citations sont à retenir. Sont belles. Donc c'est le livre. Comment vous avez sélectionné tout ça d'ailleurs? Mais c'est ma vision. Oui. Donc c'est vraiment votre conception personnelle ou alors votre sensation personnelle par rapport à son propos. Tout assumé. Tout assumé, cette vision subjective de la sélection est assumée par moi-même. Donc c'est ma manière, c'est moi qui les trouve les plus belles. Je le partage maintenant, je les partage avec les autres. Vous pouvez trouver que non, au-delà de ces 200 plus belles, il y en a encore 300. Ou alors dans ces 200 plus belles, il y a celles qui ne sont pas belles. Ça sera votre point de vue là-bas. Mais mon point de vue à moi, c'est voilà les 200 plus belles citations de Paul Biya ici. Manaouda Malachi, ministre de la Santé, militant du RDPC, grand supporter du président Paul Biya. Merci. Merci beaucoup. J'accepte tout cela parce que c'est ce qui est. Et je suis fier de porter ce titre. Je suis également très fier de d'avoir eu à bénéficier jusqu'ici la très grande confiance de M. le Président de la République pour pouvoir servir mon pays à ce niveau. Et je voudrais dire simplement que je suis commis à la tâche au quotidien. Je voudrais dire à nos compatriotes aussi que nous restons ouverts à toutes les critiques constructives. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, bâtir un système de santé qui soit robuste et qui puisse permettre à chacun de ces personnes-là de pouvoir se soigner et de se soigner à proximité de sa maison, à moindre coût, et d'avoir accès, n'est-ce pas, à cette qualité qu'il n'y a pas aujourd'hui, enfin, qu'il n'y avait pas il y a cela quelque temps. Nous n'avons pas abordé, certes, mais aujourd'hui, en termes d'évacuation sanitaire, nous avons plus de 80% qui sont faits à l'intérieur de notre territoire, simplement parce que notre plateau technique a évolué de manière exponentielle. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs plateaux techniques. Nous avons des gens qui viennent d'ailleurs pour venir se soigner au Cameroun. C'est ça que nous devons pouvoir dire et demander maintenant à ces populations d'avoir confiance à leur système de santé, d'avoir confiance aux ressources humaines en santé, au personnel de santé, et de pouvoir faire confiance à Monsieur le Président de la République qui garantit tout cela. Monsieur le ministre, merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission. Autant le dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci. 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 Il faut le lire. Hein? Oui, absolument. J'ai vu la communication avec Manga. Oui. Le L'ordre des médecins. médecin. Voilà.